Je tenais à vous remercier, à remercier d'abord la première personne par qui j'ai rencontré Virès, qui est David Burgos, qui est donc ici. Et puis je voulais remercier aussi toute l'équipe de Virès, Denis Chatelain et toute son équipe. Je suis très touché d'être là parce que cela fait quelques années que nous travaillons ensemble. Et j'avais remarqué que vous n'étiez pas dans votre document. Et je m'étais dit, mais quelle modestie. Parce que quand on sait le travail que vous faites, quand on sait l'histoire que vous avez réussi à construire, j'ai été extrêmement étonné, et je suis content que Denis Chatelain ait pu ici tracer un peu cette histoire et vous parler de ce qu'est Virès et de l'étonnant travail de transformation aussi culturelle qu'a réussi cette petite équipe. Voilà. Et je voulais vous dire que j'étais particulièrement touché d'être présent. Je vous remercie. Voilà. Alors, je vais vous parler effectivement de... Alors, j'avais une clé USB, mais j'ai toujours la clé USB, rassurez-vous, mais je ne vais pas la... C'est dommage parce qu'il y a juste une image que j'aurais aimé vous présenter, si vous pouvez, mais c'est une image qui sera au décours de... Des fois, les schémas, ça parle plus, vous savez, les images que les paroles. Néanmoins, j'ai remarqué une chose dans les conférences, c'est que les PowerPoint, ça empêche de rêver. Parce que tout le monde regarde l'écran, et il y a des choses marquées sûrement très intéressantes, mais quand on écoute quelqu'un, on se l'approprie très différemment. Du coup, j'ouvre. Oui, ouvrez. Oh là là. Il ne faut peut-être pas ouvrir n'importe où. Non, alors dites-moi. Il doit y avoir Genève-Virès. Alors. Genève-Virès. Voilà. Alors, Genève-Virès. Allez dans Intervention. Oui. Ensuite, il y a un petit point. Virès, évaluation. Attendez, évaluation DEF Virès 11. DEF, c'est la définitive. Voilà, définitif, ouais. Voilà. Bon, alors vous descendez. Oui, bon, écoutez. Dites-moi. Je vous le dirai tout à l'heure. Je la mets en... Voilà, en diaporama. C'est simplement parce que... bon, écoutez, quand on y sera arrivé... Vous m'appelez, vous. Merci. Tu veux que je passe les mots ? Non, c'est pas la peine. C'est pas la peine de les passer. Alors, bien, je vais essayer d'évoquer avec vous aussi les questions de violence, à savoir que toute violence, privée, domestique ou urbaine, en tant qu'elle altère l'intégrité physique, psychique et ou sexuelle, quand même, parce qu'il faut parler de la violence sexuelle dans toutes ces violences, particulièrement quand il est question de violences domestiques, qui non seulement sont des violences physiques, mais d'une certaine façon, toute violence physique présente une dimension sexuelle, dans la mesure où c'est le corps de la victime qui est touché et qui provoque effectivement un certain nombre de réactions. Donc toute violence est une atteinte aux droits fondamentaux des humains. À ce titre, leurs auteurs se doivent d'être stoppés, jugés et sanctionnés par la loi. Cependant, depuis que le monde est monde, je ne vous apprendrai rien en vous disant que la violence n'a pas déserté, loin s'en faut, les relations... Ah, bon, c'est ça. Très bien, je peux parler moins fort. Donc, depuis que le monde est monde, vous savez comme moi que la violence est inhérente à l'être humain. Plaute affirmait, en 195 avant Jésus-Christ, que l'homme est un loup pour l'homme. Et près de 2000 ans plus tard, Freud ne dit pas plus lorsqu'il écrit en 1929, dans Malaise dans la civilisation, que cette tendance à l'agression, que nous pouvons déceler en nous-mêmes, ce qui renvoie un petit peu au propos de Denis Chatelain, ce que nous pouvons déceler en nous-mêmes et dont nous supposons à bon droit l'existence chez autrui, constitue le facteur principal de perturbation dans nos rapports avec notre prochain. C'est elle, cette violence, qui impose à la civilisation tant d'efforts. Civiliser suppose donc un effort pour construire, contre cette violence attaquante, une dimension d'éthique sociale où victimes et agresseurs puissent trouver un principe d'équité, la première dans la rétribution du dommage qui lui est fait, le second dans la peine qui lui sera infligée. Mais aujourd'hui, nous savons que cela ne peut suffire. Et quand Denis Chatelain parlait, et je ne vais en grande partie que redire des choses que vous avez déjà dites, effectivement, la rétribution ne peut aujourd'hui suffire. Nous savons depuis le siècle des Lumières, avec les travaux de César Beccaria,
qu'aux grandeurs punitives et sécuritaires de la loi, il faut adjoindre une nouvelle dimension, celle de la réadaptation, d'où la notion, cette fameuse notion de traitement pénitentiaire, qui se nomme aujourd'hui insertion ou, si vous préférez, réinsertion. Dès lors, l'enfermement, avec sa vertu utilitaire, sécuritaire, acquiert une nouvelle valeur, celle de définir un temps pendant lequel il sera tenté d'inculquer aux délinquants les moyens d'intégrer les règles de la civilisation permettant précisément le vivre ensemble, et l'autorisant à pouvoir de nouveau revenir vivre parmi les hommes libres. Dès lors, la notion d'une justice purement rétributive doit s'allier, par nécessité, d'humaine efficacité insertive à celle d'une justice restaurative. Pour les soignants qui en font le choix, travailler avec les auteurs de violences physiques et ou sexuelles, et privées et ou urbaines, implique de s'inscrire dans cette dimension d'éthique sociale, c'est-à-dire de prendre en compte le sens que cette violence suppose, certes pour ceux qui l'agissent, mais aussi et surtout pour ceux qui ont eu ou pourraient en avoir à la subir. La notion de prévention est alors convoquée avec sa nécessaire dimension évaluative tant de la dangerosité et de la récidive. Mon propos d'aujourd'hui part de mon expérience avec des auteurs de violences tant sexuelles que physiques, et cela depuis la fin des années 80. Expérience qui m'a fait, avec Claude Ballier, d'abord participer, ensuite encadrer un certain nombre de recherches sur ces auteurs, puis promouvoir des dispositifs pour la prise en charge judiciaire et thérapeutique de ceux-ci. Mon intervention, dont je vous trace en quelques lignes et en quelques mots le plan, se situe donc dans le cadre d'une approche préventive désistentielle, ayant en son cœur la notion de sécurité citoyenne en tant qu'elle est mère de toute liberté. Elle articulera les dimensions thérapeutiques évaluatives. Pour ce faire, je montrerai que l'évaluation doit être comprise dans un dispositif qui inclut l'ensemble des acteurs de l'accompagnement judiciaire, social et du soin, sans qu'à aucun moment une de ces dimensions ne prenne le pas sur l'autre. Ce dispositif est à construire et donc à penser entre les partenaires. Il est par nécessité pluri- et interpartenarial. Il vient définir un nouvel espace qui aura à se constituer en néo-environnement pour l'auteur de violence avec ses repères spécifiques qui, tout un temps et le temps suffisant, devront prendre le pas sur ses anciennes balises personnelles, dysfonctionnelles. C'est ce nouvel environnement qui garantira l'efficacité de l'ensemble des apports techniques des différents partenaires, du soin, de la justice, mais aussi de l'accompagnement social, et parfois et surtout de l'accompagnement social. C'est lui qui aura le plus fort impact de désistement des actions délinquantes et qui participera le plus d'une dimension préventive au long cours. Pour comprendre notre approche, je dis notre parce que je pense qu'avec ce que vous a dit Denis Chatelain, il y a quelque chose qui nous rapproche entre les travaux que nous avons pu mener en France et ceux qui sont déployés par l'équipe de Vires. Il faut se représenter tout d'abord à qui l'on s'adresse et à savoir qu'est-ce qu'un acte violent pour celui qui l'agit. L'organisation psychopathologique des auteurs de violences est aujourd'hui suffisamment documentée pour que, devant le public que vous êtes, je ne m'y attarde pas trop, si ce n'est pour signaler que le passage à l'acte violent se rencontre dans toutes les organisations psychopathologiques, avec, pour chacune, des valeurs spécifiques liées à leur mode de défense contre l'angoisse. Il est ainsi difficile de ramener tout acte de violence, physique et ou sexuelle, à une dimension identique, à une signification similaire. Celle-ci dépendra de l'organisation du sujet et donc la thérapeutique devra être infléchie en fonction de celle-ci. Cependant, dans tous les cas, on peut percevoir que l'acte violent a une double polarité. Et cela, quelle que soit l'organisation du sujet qui agit cet acte. Il est tout à la fois une forme dévoyée d'adaptation et le produit d'une histoire. L'acte violent comme forme dévoyée d'adaptation, qu'est-ce que cela signifie ? Toute violence domestique ou urbaine contre un tiers peut être considérée comme une action contre ce qui vient s'opposer, chez son auteur, au rétablissement d'un équilibre psychique mis en péril par l'émergence d'un conflit. Pour ce faire, le sujet va appliquer une force inusitée contre ce qui vient l'empêcher de retrouver un calme intérieur. Cela signifie que toute personne
qui lui paraît s'opposer à une solution favorable à son malaise interne, se verra appliquer cette force. Cette force n'est autre que la traduction en acte violent donc, de l'effort que le sujet aurait dû faire s'il avait eu à traiter psychiquement cette situation. C'est l'expression de l'échec d'un processus de pensée symbolisante permettant de trouver un compromis, évitant le passage par la violence actée. L'acte violent est donc à considérer comme une tentative d'adaptation à une situation qui, au regard de la norme sociale communément admise, est mal évaluée par le sujet. C'est ce qu'on nomme des distorsions cognitives. La source du malaise perçu par le sujet ne lui est pas interne. Elle vient d'un extérieur qui résiste et l'empêche de retrouver cet équilibre intérieur qui ramènerait le calme. Elle est donc cette source à attaquer et à soumettre. La violence se déclenche. Cette carence primaire et cette activité projective entraînent chez ces sujets de nombreuses formes de déficit cognitif qu'il faudra ultérieurement prendre en compte dans leur prise en charge. L'acte violent participe donc d'une stratégie d'adaptation à un environnement qui va apparaître ponctuellement hostile au sujet. Cet ensemble succinctement tracé suppose que les défenses projectives et interprétatives sont toujours plus ou moins présentes dans la violence actée et donc que les dimensions de clivage et de déni font en permanence leur œuvre. Avec une constante, plus ces dimensions sont importantes, plus le risque de violence est aggravé. Au plan thérapeutique, on comprendra que vouloir éradiquer la violence, qui fonctionne pour ces auteurs comme une forme de sauvegarde adaptative, ne saurait se faire qu'en lui proposant de substituer et donc de construire des moyens différents d'adaptation en prenant en compte ou en développant ses ressources propres internes, affectives et cognitives. Moyens qui devront se révéler tout aussi efficaces si l'on veut voir la cessation de la violence actée. Cela induit une dimension temporelle. Il faudra du temps pour qu'une telle stratégie soit efficiente. Or, vous le savez comme moi, en matière judiciaire, le temps est toujours compté. Cela signifie que les procédures de soins et d'accompagnement ne doivent jamais oublier que leur action concerne toujours, à terme, l'autre de la violence, à savoir la victime. C'est-à-dire que le thérapeute, prenant en charge un agresseur, doit penser qu'il travaille d'abord dans le but de protéger le champ social d'une nouvelle émergence de cette violence. Le deuxième point que je vous ai annoncé, je vais développer ça, parce que je pense que lorsque je vous dis cela, il y a peut-être des interrogations qui surgissent. Je vais le développer au décours de mon exposé. Le deuxième point, c'est que l'acte violent, comme le produit d'une histoire traumatique. L'ensemble des études portant sur les sujets violents montrent qu'ils ont connu un environnement familial primaire distraitant. Plus la violence engagée dans l'acte est grande, plus il vient traduire dans nos cultures européennes une distraitance infantile forte. Donc, plus il est le stigmate d'un milieu familial premier, pour le moins traumatogène. Cela signifie que tout acte, quelle qu'en soit la violence, fonctionne comme les traces d'une histoire. Ainsi, aucun acte ne peut à ce titre être qualifié d'insensé, fût-ce un recours à l'acte, ce qui n'exclut nullement qu'il puisse aussi être délirant. Ces éléments indiquent que ces sujets, les auteurs de violences, présentent tous peu ou prou un défaut d'intériorisation des éléments qui assurent la capacité de négociation pour nous tous de nos conflits. Ce que nous nommons, en règle générale, le surmoi, et qui fonctionne pour notre psychisme comme un squelette organisateur de notre lien à l'autre. Ce squelette est la base, ce surmoi, de toute morale sociale. Faute de ce squelette, ces sujets vont s'appuyer sur l'environnement pour gérer leurs conflits, et la victime est la partie de l'environnement qui va être utilisée par eux. Si cet environnement ne devient plus suffisamment soit aconflictuel, soit soumis, ils retrouvent alors les traces, via leurs éprouvés, de leur environnement premier distraitant, ce qui les place dans une incapacité à traiter la situation à laquelle ils sont confrontés. C'est alors que se déclenchera la violence. L'environnement sert donc, d'une certaine manière, d'exosquelette à ces sujets. Il s'appuie sur lui pour réguler leur fonctionnement psychique. D'où la nécessité, nous allons l'envisager, de constituer, avec les partenaires de l'accompagnement et de la justice, un néo-environnement plus adapté que celui dans lequel ces sujets évoluent régulièrement.
L'autre point qui est important, c'est qu'est-ce que c'est qu'une récidive? Parce que quand même, puisqu'on parle d'auteur de violence, on parle de sécurité responsable, mais qu'est-ce que c'est qu'une récidive? Mon propos n'étant pas ici de présenter une analyse des récidives et de leurs fonctions, ce que j'ai fait dans d'autres travaux, je considérerai ici la récidive comme l'ensemble des actions illégales, qu'elles soient judiciarisées ou non, qui suivent une action initiale violente. Si le passage à l'acte signe l'échec d'une mentalisation provoquant une forme de court-circuit de la symbolisation au profit d'une évacuation dans l'agir, la réitération de telles actions est pour le moins la preuve d'une permanence de cet échec. La récidive n'est donc que l'habit judiciaire de l'incoercible qui meut le sujet humain et qui est au cœur de la répétition. Cependant, quand un sujet vient à récidiver au décours d'un accompagnement socio-thérapeutico-judiciaire, cela indique que, d'une part, les fonctions de la prise en charge, quelle que soit son orientation thérapeutique, sont inopérantes à venir soulager le sujet en ne lui permettant pas de substituer à ses actions violentes d'autres mécanismes moins coûteux. D'autre part, le sujet récidivant vient signifier par un tel acte quelque chose d'important, il attaque le travail thérapeutique qui ne fait pas son œuvre, puisqu'ainsi faisant, il le met soit en danger, soit il y met un terme. Ainsi se pose la question de l'évaluation. Si en matière de thérapie, on entend souvent que la répétition du symptôme fait partie du travail thérapeutique, les travaux sur la désistance, ce sont des travaux qui datent des années 30, 40 et puis qui ont été repris. Il y a eu la désistance, je le dis pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec ce mot, c'est simplement la sortie du processus délinquentiel. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe pour qu'un sujet sorte à un moment donné, spontanément aussi, de la délinquance? Le plus fort impact, le facteur le plus important de la désistance en matière de violence urbaine ou de violence physique, on le sait, c'est l'âge. 17 ans, 17-18 ans, pic, 22-23 ans, chute. Voilà. Mais il y a tout un tas d'autres facteurs et ce point-là n'est pas valable avec un certain nombre de délinquances, type les délinquants sexuels, qui rentrent souvent beaucoup plus tard dans le parcours, même s'il y a des prémices qui sont très tôt dans l'enfance. Donc, en matière de thérapie, je vous disais qu'on entend souvent que la répétition du symptôme fait partie du travail thérapeutique. Et les travaux sur la désistance montrent de même que celle-ci ne se fait souvent que par des récidives, souvent de moins en moins fréquentes et de plus en plus atténuées. Est-ce qu'on peut ainsi poser la question avec des auteurs de violence qui prennent d'autres humains à partie? En effet, ces auteurs, au travers de leurs récidives, ne portent pas directement atteinte à eux-mêmes, comme l'alcoolique ou le toxicomane lors de ses rechutes, mais attaquent d'autres personnes qu'eux-mêmes. Aussi, il ne saurait être question d'avoir tout à fait le même raisonnement. L'évitement de la récidive doit donc faire, au premier chef, partie intégrante de l'éthique dans laquelle est engagé le thérapeute et doit donc fonctionner comme un souci constant pour lui. Ces éléments désignent une évidence, la nécessité d'une évaluation tout au long de l'accompagnement socio-thérapeutico-judiciaire de ces auteurs, de leur potentialité de récidive, mais aussi de leur degré de dangerosité. Ces deux données devant être évaluées compte tenu de la temporalité, car en matière de dangerosité et de récidive, ce que nous enregistrons à court terme n'est pas forcément garant du long terme, ce qui implique une méta-évaluation, celle de la tenue dans le temps du travail thérapeutique, et donc de la recherche nécessaire pour en établir des critères qui, on peut le dire à ce jour, sont loin d'être satisfaisants. Face à cette évidence évaluative, la question qui se pose est comment intégrer ces évaluations dans une stratégie qui participe d'une amélioration du traitement d'accompagnement de ces sujets auteurs de violence, les engageant dans un processus de désistance et qui, corollairement, augmente la sécurité que toute démocratie se doit garantir à ses citoyens sans que l'une de ces deux dimensions ne vienne occulter ou altérer l'autre. Souvent, l'évaluation est une nécessité mal comprise. Pour éclairer mon point de vue, je prendrai un exemple spatial. Parcourir un espace qui n'aurait aucun repère et sans boussole reviendrait au mieux à une divagation, au pire à une errance. Or, pour tous les praticiens du soin, de la justice ou de l'accompagnement social, la rencontre de l'auteur de violences criminelles, crimes de sang ou crimes de sexe, est toujours pour le clinicien une saisissante plongée dans un univers inconnu. Certes, il y a l'horreur des actes énoncés, qui le plus souvent met à mal la capacité d'écoute, mais il y a surtout,
une forme de perte de repères communs, perte de valeurs banales, qui souvent déroute, et cela parfois les praticiens les plus aguerris. Cette incongruité est liée à la mise en action de mécanismes défensifs très puissants dont je vous parlais tout à l'heure, tels le clivage, le déni, les tentatives de séduction à visée d'emprise avec les carences d'affect et d'empathie qui peu ou prou font toujours partie du tableau chez ces auteurs. Cet ensemble étant fédéré par un défaut dans la symbolisation primaire, défaut qui est engagé dans la production de ces actes violents et de leur répétition. Ainsi, la clinique de ces auteurs peut se révéler placer parfois le praticien dans une position de navigateur sans boussole. Et cela, malgré les balises que sont nos repères cliniques, nos théories, nos cadres thérapeutiques. Alors, pourquoi autant de résistance à utiliser certains moyens de baliser ce terrain si difficile qu'est la relation avec ces sujets? En général, pour un soignant, le but recherché, c'est l'allègement de la souffrance du patient. Pourtant, dans le travail qui nous occupe avec les auteurs de violences judiciarisées, ce ne saurait dans un premier temps être celui-là, d'autant que majoritairement, ces sujets ne sont pas demandeurs de soins, car ne présentent aucune souffrance. C'est un soin sur ordonnance de justice, ce qui signifie que la demande ne vient pas de l'auteur, mais elle vient du champ social. En effet, la souffrance de l'auteur est, nous l'avons vu, expulsée dans l'environnement social. Et c'est la victime qui l'a réceptionnée. C'est la victime qui souffre. Ce n'est pas l'auteur qui a donné les coups. C'est celle qui l'a reçu. La victime devient ainsi le porte-souffrance de l'agresseur. C'est donc du champ social que vient logiquement la demande, car c'est lui qui éprouve la souffrance de la violence, souffrance à laquelle n'a pas encore potentiellement accès l'auteur. La demande est alors celle que l'on peut entendre, cette demande qui vient du champ social, mais qu'on arrête de souffrir, c'est celle que l'on peut dès lors entendre chez tous les patients, que la souffrance cesse, et qu'elle ne revienne plus, qu'il n'y ait pas de récidive. Cela nécessite donc, dans la prise en charge de ces sujets, une révision de nos pratiques thérapeutiques, puisqu'il faudra, pendant tout un temps, travailler à rapatrier la souffrance dans la psyché et le corps de l'auteur. Encore faut-il préciser que nul ne possède la garantie que cela puisse advenir un jour, ce qui est toute une question judiciaire. Ainsi, tant que cet état ne sera pas réalisé, il sera nécessaire de veiller à ce que le sujet n'échappe pas à la thérapeutique, dont souvent il ne perçoit pas la nécessité, toute récidive étant une échappée de celle-ci. Alors, je repose ma question. Malgré la nécessité évidente d'un apport évaluatif tant du côté de la dangerosité que de la récidive, pourquoi tant de réticence à s'adjoindre l'aide de techniques évaluatives dont certaines sont relativement éprouvées? La grande peur pour les praticiens du soin est surdéterminée par un certain nombre de raisons. Je ne retiendrai pour mon propos que deux. La première est en apparence la plus fondée. C'est le distinguo qui s'est opéré entre dangerosité psychiatrique et celle criminologique. La première se réfère à un corpus médico-psychologique, la seconde à une normativité sociale. Pour autant, si l'on considère la victime comme le porte-souffrance de l'auteur, la dangerosité criminologique est-elle si différente de celle psychiatrique? Par ailleurs, quel thérapeute accepterait de travailler avec un sujet récidivant? Ce qu'on voyait il y a encore 20 ans. Quand vous lisez un certain nombre de thèses de médecine, vous voyez qu'il y a des praticiens, 20 ans, 30 ans, il y a des praticiens qui voyaient en thérapie des auteurs qui récidivaient, notamment les pédophiles. Donc, qui, de nos jours, travaillerait avec un sujet récidivant ou présentant à ses yeux un fort potentiel de réitération sans une intervention externe, en général celle de la justice, qui vienne baliser et protéger son exercice? La seconde raison de résistance à l'évaluation est qu'il semble difficile de demander à un thérapeute d'être au four et au moulin. C'est-à-dire, d'une part, d'être dans une position transférentielle, travaillant avec l'auteur de violence à un assouplissement de son activité de pensée, de ses mécanismes de défense et à une subjectivation des actions qu'il a engagées, ce qui demande une nécessaire liberté associative, et d'autre part, d'évaluer des dimensions à visée objectivante, comme l'implique la dangerosité ou le risque de récidive, qui, si elles sont réalisées en direct par le thérapeute, ne peuvent qu'oblitérer gravement le travail thérapeutique, voire le rendre impossible. Cela ne signifiant nullement que dans le cadre du travail thérapeutique,
le thérapeute n'est pas, à un moment ou à un autre, l'appréhension d'une dangerosité renouvelée chez un sujet. Encore convient-il de préciser qu'avec ces sujets, les dimensions défensives, je le redis, où règne en maître clivage, déni, tentative d'emprise, eh bien cette appréhension, même pour des thérapeutes extrêmement aguerris, peut être largement masquée. Ce que malheureusement, même s'ils sont rares, certains faits dramatiques ne font que confirmer. Ces dernières considérations impliquent de traiter la question du risque avant d'interroger les moyens de sortir de l'impasse apparente de l'évaluation qui, à terme, devra s'intégrer dans une stratégie d'accompagnement thérapeutique élargie. Alors donc, qu'est-ce que c'est que le risque ? Une psychothérapie, je vous le rappelle, c'est une thérapie par l'esprit. Je dis bien par l'esprit, et non de l'esprit. On ne va pas traiter l'esprit, on va utiliser l'esprit pour pouvoir penser un certain nombre de choses qui ne l'étaient pas forcément. Dont le but final, s'il est de soulager la souffrance, nécessite la mise en œuvre d'un processus de changement qui implique une certaine imprévisibilité quant à la finalité ultime de ce changement. Ainsi, dans toute psychothérapie, y a-t-il une dimension de risque, aucun thérapeute ne pouvant vraiment prédire là où conduira un travail thérapeutique, et cela, quelles que soient les modalités thérapeutiques utilisées. Là encore, si une telle dimension est compréhensible pour tous les sujets qui n'impliquent qu'eux-mêmes, dès lors que d'autres sujets sont engagés dans le risque, ce qui est le cas avec l'auteur de violence, cette proposition doit être pensée différemment. Nous sommes là face à notre nécessité évaluative pour que ce processus de changement s'effectue au plan social dans des conditions les plus sécures possibles. Par ailleurs, le sujet à qui ces soins sont imposés doit avoir la possibilité de s'approprier les effets de ces soins. C'est ça le but du travail. Il aura d'autant plus de facilité à le faire s'il a le sentiment que cette appropriation vient de lui et non qu'elle lui est imposée par l'extérieur, ce qui suppose qu'il ait à sa disposition une certaine marge de liberté. Celle-ci est nécessaire à l'appropriation du soin, à sa subjectivation, et elle porte un nom, le même que celui précédemment, le risque. Là est toute l'aporie d'une situation de thérapie sous contrainte. Simplement pour dire une chose, c'est que nous ne travaillons pas dans la contrainte, mais avec la contrainte. Le bénéfice recherché d'une prise en charge ou d'un accompagnement thérapeutique est une amélioration de la sécurité au plan social. Or, pour que la thérapie ait des potentialités de fonctionner en provoquant le changement souhaité, qui permettent à l'auteur de pouvoir se réinsérer sans risque pour l'environnement et donc de retrouver un taux de dangerosité égal à tout un chacun, il est nécessaire de lui laisser une marge de liberté suffisante en sachant que celle-ci est source de dangerosité, car pouvant être un espace favorable à la récidive. Sans cette marge-là, aucun processus de changement n'aura lieu. En même temps qu'avec ces sujets, aucun risque ne peut être pris. Aujourd'hui, nous savons que c'est là l'un des grands écueils des programmes nord-américains, canadiens ou anglais, et de leur taux d'échec non négligeable dès lors qu'ils sont trop rigides. Le mouvement What Works en a bien montré les limites et a entraîné une prise de distance actuelle avec des méthodes programmatiques qui uniformisent les prises en charge au profit d'autres, répondant aux facteurs de vulnérabilité propres à chaque délinquant, en lui laissant une marge de manœuvre raisonnable et promouvant le lien empathique interpersonnel. Il semble donc nécessaire, pour qu'une prise en charge thérapeutique puisse être fonctionnelle, qu'une dimension responsable de risque soit présente, permettant au sujet de faire progressivement l'expérience d'une appropriation personnelle de son travail thérapeutique. Cette dimension de responsable se réfère à la notion définie par Hans Jonas dans son principe de responsabilité. Cependant, un tel principe, que je ne discuterai pas ici, par manque de temps tout simplement, s'appuie sur une dimension d'irréversibilité des actions humaines, conduisant Jonas à former cette réflexion, je vous la cite, « in dubio pro malo », ce qui peut se traduire par ceci, « dans le doute, cale ta réflexion sur la pire des hypothèses ». Un tel principe pourrait conduire en matière de délinquance et de criminalité à une forme de retenue systématique générant un principe de précaution orienté vers le risque zéro,
pouvant conduire à une position strictement sécuritaire en matière de récidive et de dangerosité. Aussi, je proposerais volontiers qu'à ce principe s'en adjoigne un autre, qui vienne en pondérer ce qui pourrait faire excès, celui qui est défini par Donald Wood Winnicott et qui est figuré par l'adjectif suffisant, lorsqu'il évoque la mère suffisamment bonne, ce qui signifie que toute mère n'a pas seulement à être bonne, mais qu'elle ne doit l'être ni trop peu. Principe suffisamment responsable, pourrait-on dire. Or, dans la langue française, il existe une notion qui rend bien cette double valence, celle de juste, avec sa dimension de conforme au droit et équitable. Il reste maintenant à envisager comment gérer techniquement le juste risque dans le cadre d'une stratégie évaluative continue qui participe pleinement de l'accompagnement socio-judiciaire de ces sujets sans que ni les praticiens du soin, ni aucun autre acteur du champ ne soit altéré dans son identité de pratique. La première chose, c'est qu'il faut savoir séparer l'évaluation du risque et de la dangerosité de l'évaluation thérapeutique. Pour ne pas être au four et au moulin, il convient que ce ne soient pas les mêmes intervenants dans une même équipe, soit pas les mêmes équipes qui évaluent la dangerosité et le risque de récidive, et celles qui assurent les évaluations de l'avancement du processus thérapeutique. Cependant, c'est dans les échanges inter-équipes que devront se négocier les différents points de vue pour construire un balisage du travail d'accompagnement où chaque balise sera constituée par la pondération entre les diverses évaluations sans qu'aucune, je le répète, sans qu'aucune n'ait d'hégémonie sur l'autre. Et je vais revenir plus avant sur cette question. Alors, comment pouvoir définir un dispositif qui soit véritablement et qui construise un environnement et un nouvel environnement pour ces sujets? C'est donc un environnement pro-sécure, c'est-à-dire favorable aux soins et promoteur d'une sécurité citoyenne. Je viens de montrer 3 éléments essentiels. L'acte violent est le stigmate historique d'un processus adaptatif à un environnement primaire défaillant. Deuxièmement, l'évaluation de la dangerosité criminologique et du risque de récidive est une nécessité pendant le temps de la prise en charge. Troisièmement, cette évaluation ne doit pas être un but en soi, mais appartenir à une stratégie d'accompagnement thérapeutique élargie qui respecte les identités de pratique professionnelle de chacun des acteurs socio-thérapeutico-judiciaires. Ces sujets, auteurs de violences, vivent psychiquement sous le régime du décharger pour survivre, et non, comme nous tous, ici, dans cette salle, du retenir pour représenter. Or, le soin pénalement obligé va les placer dans une nouvelle configuration. Elle va les forcer à retenir quelque chose, et donc inévitablement à se retenir. En cela, la loi se constitue donc comme un cadre externe, un métacadre, sur lequel l'action thérapeutique pourra venir s'appuyer pour, à son tour, déployer son propre cadre. Ainsi, la loi pénale se constitue comme cadre de développement d'un environnement favorable à la réalisation d'un soin psychique. La récidive, forme circulaire de temporalité, est interrompue par la sanction pénale qui réinscrit l'auteur de violence dans une nouvelle temporalité progrédiente et donc historisante. Dès lors, la sanction pénale devient un partenaire du soin. En matière pénale, dans le milieu libre, le soin est imposé pour un temps donné. Cela impose aux équipes soignantes de travailler dans un temps contraint, ce qui, en général, n'est pas le cas avec un patient lambda, que l'on soit en cabinet, comme l'évoquait Denis Chatelain, ou que l'on soit dans une équipe de soins hospitaliers. Par ailleurs, les multiples déficits de ces auteurs, tant au plan cognitif, affectif, sexuel, au niveau des habiletés sociales, supposera pour eux une aide rééducative, voire plus simplement pour les plus démunis psychiquement d'entre eux, une aide éducative qui devra se réaliser en parallèle d'une prise en charge thérapeutique. Face à ces 2 ordres de contraintes, temporalité imposée et déficit, l'important est d'organiser le plus souvent possible un programme évalué de soins psychiques qui servira de cadre au long cours de la prise en charge et permettra de rythmer de manière cohérente la mise en œuvre des objectifs thérapeutiques. Par le terme de programme de soins psychiques, il faut comprendre quelque chose de très particulier. C'est quoi un programme de soins comme cela, comme je le comprends? C'est l'utilisation de diverses techniques qui seront jugées complémentaires et adaptées à chaque cas, en fonction de l'objectif défini avec le probationnaire, patient, et évalué par l'équipe comme nécessaire pour parvenir à ce but
dans le cadre légal ordonné par le jugement. Enfin, il ne faut pas oublier que la stratégie de soins doit surtout tenir compte de l'environnement dans lequel se trouve le patient et de sa faisabilité. Le bon programme thérapeutique n'est pas forcément le meilleur techniquement parlant, mais celui qui peut se faire et que peut s'approprier le patient. L'important sera d'individualiser le programme de soins. Pour ce faire, il devra être évalué à espace régulier, réaménagé si nécessaire et amendé selon les nécessités qui apparaîtront dans le temps de la prise en charge et de l'évolution du probationnaire. La modularité et la plasticité d'un programme fonctionnent comme un facilitateur thérapeutique interne. Il signifie à l'auteur que ceux des acteurs socio-thérapeutico-judiciaires qui travaillent avec lui le font au plus près de ses potentialités, qu'ils ne lui en demanderont pas trop, ce qui développe en lui, outre un éprouvé de respect, le fait qu'il pourra le réaliser avec le bénéfice d'étayage narcissique que l'on sait de réussite chez ces sujets. Alors, dans quel environnement faut-il placer ce dispositif, ce programme ? La dimension d'inscription dans un environnement socialisant est actuellement reconnue comme une nécessité dans la prise en charge thérapeutique des auteurs de violences. Plus qu'un appel à un fonctionnement interdisciplinaire, elle nécessite une action interpartenariale, concertée, qui nécessite, pour qu'un travail thérapeutique s'avère efficace, que les différentes institutions auxquelles ont affaire ces sujets auteurs de violences travaillent en alliance. Cela est d'autant plus nécessaire qu'un sujet ayant connu une judiciarisation d'une action violente se voit coupé de son milieu d'origine, d'autant plus qu'il a connu une incarcération longue. Ainsi, progressivement, ce qui devient l'environnement de ces sujets, ce sont les sphères de la justice, du soin et de l'accompagnement social. Ce sont elles qui sont au plus près de lui et qui, d'une certaine manière, vont organiser sa vie, définir de nouvelles limites et veiller sur son devenir. Cependant, la réalité de l'environnement familial, que ce soit la famille d'origine ou de choix constitutif, ne doit pas être remis dans l'accompagnement de ces sujets. C'est trop souvent le cas. En aucun cas, on ne doit laisser ces familles sans aide, car quand elles existent et sont présentes, ce sont aussi avec elles que l'avenir se tracera, et où elles pourront alors devenir les garants d'une désistance affirmée. Une telle alliance entre ces différentes institutions va plus loin qu'un simple emboîtement des cadres. Cadre de la justice, dans lequel il y aurait le cadre du soin, dans lequel il y aurait le cadre de l'accompagnement social. Ce n'est pas du tout cela. Ce travail interinstitutionnel en alliance doit être réglé par les professionnels qui ont à en gérer le poids, d'où l'emploi du terme interpartenariat. En effet, s'il s'agit bien d'un travail entre des institutions, ce ne sont pas ces institutions auxquelles ont affaire ces sujets. Ces sujets ont affaire aux représentants de ces institutions. C'est-à-dire qu'ils ont affaire aux juges, aux SPI, ils ont affaire aux thérapeutes. À différents partenaires. C'est à travers eux que se révèlent in fine ces partenaires, hommes et femmes, le poids des intertransferts que génère la prise en charge de tels sujets, particulièrement les effets de déni, de clivage et d'emprise par séduction. Ces effets sont encore sensibles entre la sphère judiciaire et celle du soin psychique. Cela d'autant plus quand il est question de l'évaluation de la récidive et de la dangerosité. Comme je viens de l'indiquer, il est impératif que, dans le cadre judiciaire, puisse servir d'étayage au cadre de soins et que le cadre de soins puisse être reconnu et validé par le cadre judiciaire lors de la rencontre avec l'auteur de violence. À ces deux cadres, il faut en ajouter un troisième, celui des travailleurs sociaux de l'insertion et de l'approbation. Ces trois cadres sont intimement interdépendants, ils doivent devenir intercontenants. C'est cette fonction d'intercontenance qui se révèle à terme véritablement thérapeutique. L'intercontenance, ça implique quelque chose dont Denis Chatelain a déjà dit pas mal, c'est-à-dire qu'elle implique que puisse apparaître une porosité entre les enveloppes de ces cadres. Je vais vous montrer le petit dessin, là. On va le voir à l'œuvre. Voilà. Ce petit dessin est important. Vous descendez. Dites-moi stop. Descendez, encore. Encore, allez-y. Vous allez voir un petit dessin. Voilà, c'est lui. Ah. C'est lui. Non. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, attendez.
C'était plus facile comme ça. Voilà. C'est bien celui-là? Oui, c'est ça. Très bien. Merci, je vous remercie beaucoup. Donc, l'intercontenance, ça suppose quelque chose, c'est que puisse apparaître une porosité. Vous voyez, le sujet est au centre, au cœur. Hein. Ce dispositif, ce n'est pas un dispositif pour un dispositif. Il se construit autour de chaque sujet. Hein. Le sujet est au cœur du dispositif. C'est pour ça que je dis que c'est un dispositif qui est adapté, singulier, à chacun de ces sujets probationnels. Donc, à propos justement de cette intercontenance, il est nécessaire qu'apparaisse entre les différentes institutions une porosité qui participe d'un moment de travail figuratif transitionnel, nous apprend Caes. Elle suppose que les partenaires des diverses institutions intervenantes soient informés du fonctionnement des autres institutions et des missions de leurs membres. Cela passe par des rencontres interinstitutionnelles entre les différents partenaires de la justice, du soin et de l'insertion. Ces réunions permettent à chacun de prendre la mesure et donc la limite de l'identité professionnelle de l'autre partenaire. Une fois les modalités de fonctionnement établies, pour chaque prise en charge, le sujet délinquant en bénéficiant peut être alors inscrit dans ces échanges. On comprend dès lors, au plan des règles de confidentialité, qu'il ne saurait être question dans cet espace d'échange d'un secret partagé. Il s'agit plutôt que s'instaure une confiance partagée qui passe par l'élaboration non pas d'un discours commun qui est proche de l'idéologie totalitaire, mais d'un langage commun permettant l'échange entre des personnes aux missions institutionnelles différenciées et commises par l'ensemble des citoyens. Un échange aux règles connues de tous et élaboré en commun dans le respect des missions et des règles de déontologie de chaque champ professionnel. Produit d'un processus maturatif institutionnel, la rencontre de ces espaces définit un maillage santé, justice, sociale, qui s'actualise pour les auteurs de violences sexuelles, en tous les cas dans l'expérience que nous avons sur le territoire français, sur les ressorts des nombreux TGI en France, par des réunions pluriannuelles entre les différents acteurs de la justice, de la probation, de l'expertise, du soin, et cela sous la houlette de ce qu'on appelle les CRIAFS, qui sont les centres ressources pour les intervenants auprès des auteurs de violences sexuelles. Ce maillage définit un nouveau territoire de type thérapeutique dont chacun connaît les règles de fonctionnement, dans lequel, sur ce territoire, aura à se déplacer le probationnaire au travers des diverses rencontres avec les intervenants que la loi le contraindra à rencontrer. Cet environnement se constitue alors comme une psyché d'appoint externe pour ces sujets, à charge pour les soignants de permettre aux probationnaires de pouvoir l'introjecter. Le sujet probationnaire fait dans cet espace attentif et fiable deux expériences fondamentales et souvent nouvelles. La première, en sa présence, qu'une rencontre peut être le lieu d'un échange dont il est l'objet et qui respecte son intégrité corporelle et subjective. La seconde, en son absence. Oui, parce qu'on peut faire des expériences en son absence. Celle d'être pensé ailleurs et par d'autres, dans le souci de baliser un terrain d'avenir potentiel pour qu'il puisse poursuivre son chemin vers l'intersubjectivité humaine. Je vous disais, introjecter, permettre effectivement que ce dispositif, cette psyché d'appoint puisse s'introjecter, passe toujours introjecté par le lien à un autre. Or, c'est à des femmes et des hommes qu'a affaire l'auteur de violence, pas à des disciplines. Hommes et femmes qui tous, par le biais des réunions de maillage, le maillage santé-justice sociale, connaissent les droits et devoirs de chaque partenaire, incarnant les différences et les limites de chacune des disciplines qui sont les leurs. Dans le temps judiciaire, les rapports qu'entretient l'auteur avec les différents partenaires vont évoluer, faisant évoluer corollairement l'espace environnemental formé par cet interpartenariat, en élargissant progressivement, dans le meilleur des cas, le champ de liberté. Une telle évolution nécessite donc une évaluation continue. En effet, s'il convient que ce ne soient pas les thérapeutes directs des probationnaires qui effectuent les diverses évaluations techniques, celles-ci nécessitent d'être réalisées à intervalles réguliers, l'ensemble étant inscrit dans un programme d'accompagnement dans lequel, d'emblée, doivent être présentées par l'équipe d'accueil les diverses procédures d'évaluation auxquelles, tout au long de sa prise en charge contrainte, le probationnaire sera soumis. Au départ, malgré leur aspect persécutoire, ces diverses évaluations fonctionnent comme des attracteurs étranges, qui mettront de l'ordre dans les zones psychiques où règne une forme de chaos,
générant clivage et déni, reliquat des histoires traumatiques de ces sujets. Il faudra donc veiller à effectuer une lecture précise des changements que ces évaluations imprimeront dans le psychisme et donc dans la réactivité de ces sujets. Ces diverses évaluations permettent à chacun des partenaires de jouer sa partition et modèlent dynamiquement le nouvel environnement du probationnaire. Les évaluations régulières, intégrées au programme, formeront dans le temps une chaîne continue d'évaluation qui permettra au probationnaire et de disposer à intervalles réguliers d'un repère partageable sur sa situation psychique, voire sur sa dangerosité, et au long cours d'une représentation externalisée de son évolution. Cette balise ne doit pas être uniquement prise dans sa définition coercitive, mais dans ce qu'elle représente d'un contact avec des parts clivées que le sujet peut ignorer complètement. Il s'agit en effet d'utiliser l'évaluation non comme une sanction, mais comme un outil de progression et d'intégration, puisque moins sera dangereux un sujet, plus son insertion sera favorable. Ces évaluations, toutes structurées qu'elles puissent être, doivent être reprises dans l'espace thérapeutique et être utilisées dans leur fonction miroir, permettant au sujet de se parler à un tiers, et notamment de parler éventuellement de sa dangerosité. Elles introduisent ainsi une tiercéité dans la relation. Une telle évaluation à espace régulier et convenu avec le probationnaire fonctionne comme la co-création d'une temporalité progrédiente, historisante, représentable et partageable. De plus, chaque temps évaluateur fonctionnera comme l'ouverture d'une micro-période critique, dont on sait qu'elles sont favorables à l'intégration et l'élaboration de données nouvelles. On sait bien quand un sujet arrive très proche du procès, il y a des modifications, il y a des ouvertures qui se font sur le plan psychique. Idem lors de l'arrestation. Il y a des reconnaissances qui peuvent se faire et se refermer plus tard très vite. Je suis toujours surpris dans mes interventions avec les corps de police lorsqu'ils disent « mais vous parlez du déni, mais nous, ils ne dénient jamais ces gens-là ». Ils disent effectivement, il y a quelque chose qui s'ouvre et qui se referme tout de suite après. Donc, dans cet esprit, l'évaluation transforme la prise en charge, non plus tendue vers un but qui serait la réduction de la dangerosité ou de la récidive, voire la réinsertion sociale, mais dans une situation évaluative continue qui fait entrer le probationnaire dans une nouvelle histoire, en construction, ouvrant ainsi un chemin de désistance qui s'autoconstitue lui-même. C'est dans cette utilisation par le champ thérapeutique que réside le véritable impact de l'évaluation. Alors je vais conclure. Voilà, j'ai perçu. Voilà. J'ai tenté tout au long de cet exposé de montrer combien la dimension évaluative était une nécessité dans l'accompagnement thérapeutique contraint des auteurs de violence. Pour autant, une telle évaluation, fût-elle de la dangerosité ou du risque de récidive, ne peut emboliser les autres dimensions de la prise en charge de ces auteurs. Une telle demande de la part de la justice, si elle devenait prééminente, réduirait les thérapeutes à des agents de contrôle, ce qui serait paradoxalement une attaque même par cette demande de ce que la loi vient imposer, un soin dont le souci premier est, pour le juge, d'améliorer la sécurité dans le champ social. Ainsi, les multiples évaluations auxquelles le probationnaire sera confronté doivent-elles être intégrées dans un programme personnalisé qui ne peut être pensé qu'en lien avec les différents partenaires. Ces évaluations, tant cliniques que criminologiques, viennent s'inscrire comme autant de balises dans cette nouvelle géographie qui devient l'environnement majeur de ces sujets probationnaires. Et cela d'autant plus qu'il sort d'une incarcération longue. Ces évaluations doivent aussi respecter les réquisites identitaires de chaque professionnel partenaire de l'accompagnement. On ne pourra ainsi demander à un thérapeute de fournir une évaluation de la dangerosité criminologique ou sur la prédictivité de la récidive chez le probationnaire. Ces occurrences, je vous l'ai dit et je le répète fermement, doivent être remplies par d'autres. Cependant, et tant qu'une limite légale n'a pas été franchie, l'évaluation finale efficace ne pourra être issue que d'un échange entre les évaluateurs et le ou les thérapeutes et les autres partenaires de l'accompagnement en respectant la confidentialité des échanges et des pratiques individuelles dans le cadre du maillage santé-justice-sociale. Cela pour éviter certaines dérives sociétales sécuritaires auxquelles peuvent inviter les outils actuariels et la fascination omnisciente, mais toutes ciblées parfois électoralement, au moins chez nous, qu'ils opèrent chez certains de nos hommes politiques. Seul un tel échange garantit à chaque partenaire de pouvoir soutenir le bien fondé de sa position
sans se trouver sous l'emprise d'une autre, ni d'un autre. Cela est d'autant plus important que, de plus en plus, on sent un glissement social, déjà évoqué par Denis Chatelain, d'une demande légitime de sécurité au développement d'un sentiment d'insécurité qui ouvre les portes à toutes les coercitions illusoires et façonne un sentiment paranoïaque du vivre ensemble. Bien évidemment, ce n'est pas parce que se développe un maillage santé-justice que le juge n'en est pas moins juge, l'accompagnement social, accompagnant social, et le thérapeute, thérapeute. Un tel maintien n'est jamais fiable dans le temps. Il est soumis aux fluctuations de ce qui fonde les charges des différents partenaires. Il doit donc être régulièrement réactivé, analysé, faire l'objet de réaménagements entre les différents acteurs. C'est l'intérêt de la constitution de ces réunions de maillage pluriannuelles qui permettent aux partenaires de développer la compétence de cet environnement en affinant sans cesse les limites. Limites qui seront modifiées par chaque prise en charge dans le transfert que celui-ci imprime à l'ensemble des partenaires du maillage. Ce type de dispositif constitue une sorte de holding institutionnel tiers-séisant. Il assure aux probationnaires une portance environnementale thérapeutique qui ne peut qu'être favorable à la désistance du sujet de ces actions violentes en acquérant progressivement de nouveaux moyens psychiques de faire face aux inévitables conflits que la vie lui fera rencontrer. C'est à ce prix que pourra être géré le risque qu'implique toute prise en charge d'un sujet auteur de violence, risque nécessaire à l'émergence d'un changement dont la désistance vient figurer l'espérance. Un tel dispositif assure tous les citoyens que, si un risque est pris, ce sera un juste risque. Responsable certes, mais aussi suffisant pour que le sujet violent s'autorise à son tour à prendre le risque d'opérer un changement dans son fonctionnement psychique et de désister de sa violence personnelle au profit d'une sécurité citoyenne dont il devient, plus que l'acteur, l'un des auteurs. Je vous remercie.